Je vais commencer par proposer à Laurent Benveniste de nous présenter le réseau FID. FID Community est un réseau, c'est par définition une communauté qui s'assigne pour objectif de détecter et d'accompagner des entreprises porteuses de sens ayant une forte ambition de développement. Donc, le dispositif a été créé maintenant il y a près de 3 ans, mais a subi une très forte accélération donc, avec la venue d'Elodie, qui a pris en charge l'animation de la communication et du développement. La rencontre avec Marc Lamy, qui nous a mis en relation avec un certain nombre d'investisseurs de grande qualité, et un travail qu'on a fait maintenant depuis plusieurs années qui nous amène objectivement à avoir des projets de très grande qualité. Je peux me permettre de le dire parce qu'on était le 18 janvier avec 5 porteurs de projets, que vous avez tous vus ici passer le 6 décembre, et qui tous ont fait, l'admiration de l'ensemble de nos interlocuteurs au plus haut niveau de l'Europe. Tout ça dans le cadre d'un dispositif dont le but est de faire émerger des champions mondiaux, donc européens, mais encore une fois, avec une démarche de développement qui n'est pas celle de l'ancien modèle, qui est celle d'entreprises qui ont la volonté de créer de la valeur, mais avec du sens, et qui ont envie de se développer à l'échelle du monde, mais avec un schéma de développement beaucoup plus horizontal que les entreprises qu'on a pu voir se développer dans la période antérieure. Donc ce sont ces 5 entreprises qui sont à la fois cooptées. Il y a 2 représentants de ce groupe là qui est ici, Dylan et Dominique. Et encore une fois, le retour que j'ai eu, j'étais encore à Bruxelles la semaine dernière, était qu'ils n'avaient jamais vu un tel aéropage de projets, avec à la fois autant d'ambition, autant de consistance. Et ce pourquoi? Je dirais à la fois, c'est parce qu'on, certes, on ne fait pas du mauvais boulot. D'ailleurs, je tiens à dire qu'on a aujourd'hui une équipe de très grande qualité. Donc moi, mon rôle est beaucoup plus de l'accompagner que d'intervenir de manière opérationnelle. On a des projets exceptionnels. Pourquoi? Parce qu'on a une culture encore en France qui ne met pas les acteurs en situation de détecter et d'accompagner ces projets. C'est-à-dire qu'on est un peu parmi les seuls à faire ça. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on est les meilleurs. Et par ailleurs, du coup, on a de très très bons projets parce que ceux qui réussissent à progresser, malgré cette absence de culture favorable, sont ceux qui réussissent donc à progresser dans un environnement très compliqué et qui donc, lorsqu'on les détecte, donc après 2-3 années de structuration dans ces conditions, sont objectivement très consistants. Et lorsqu'on crée la rencontre entre ces porteurs de projets et des investisseurs qui ne s'intéressent pas uniquement à des réussites passées, mais à rentrer en relation avec des porteurs de projets, à comprendre leur potentiel et à se donner les moyens d'accompagner donc l'aventure qui se déploie, on est face à des perspectives extrêmement intéressantes, non seulement pour préparer l'économie de demain, mais je dirais aussi, et ça nous amène au thème d'aujourd'hui, dans la perspective de gérer de manière optimale notre patrimoine. Alors pourquoi? Parce que nos amis américains qui ont des défauts mais qui ont aussi des qualités, qui sont dans un process justement de détection du projet et non pas de l'observation de statut une fois qu'ils sont avérés, dégagent des rentabilités en procédant de cette manière-là, effectivement extrêmement intéressantes. Nous, ce n'est pas le cas parce que, encore une fois, on a plutôt tendance à s'intéresser à des projets entre guillemets sans risque. Or, aujourd'hui, le principal risque, c'est de ne pas en prendre, justement, c'est de ne pas rentrer en relation avec ces porteurs de projets qui eux-mêmes sont en train de construire effectivement l'économie de demain. Donc c'est intéressant, ça reste risqué, mais la vie en elle-même est risquée. Et notre approche, c'est de dire qu'il faut créer des relations de partenariat avec ces porteurs de projets. Il faut, quand on est investisseur, pouvoir donc investir dans mais après dans 2, 3, jusqu'à 5, 7 projets, c'est-à-dire être en situation de pouvoir les suivre, d'abord de les comprendre, ensuite de les suivre, et après développer, comme je vous disais, une relation de partenariat. On va y venir un peu plus tard sur la méthode. Tout ça est très intéressant, tout ça est très vertueux. D'un point de vue macroéconomique, il faut savoir que la France, contrairement à ce qu'on nous dit lorsqu'on parle de ces sujets de manière extrêmement rapide, est très mauvaise sur le terrain de la création d'entreprises créatrices d'emplois. C'est-à-dire qu'on crée 7 fois moins d'entreprises créatrices d'emplois que les Britanniques et 9 fois moins que les Allemands. On en crée moins que les Roumains. Et sur une trajectoire de 3 à 5 ans, c'est quelques centaines de milliers d'emplois qui sont en cause en termes de déficit. La raison pour laquelle on a un taux de chômage aussi élevé, c'est qu'on ne crée pas en France les conditions du renouvellement de notre tissu productif. Le lien entre ça et le sujet du jour, c'est qu'effectivement, il faut que lorsqu'on a
un certain niveau d'expérience et de patrimoine, on a, entre guillemets, le devoir d'un point de vue de la morale, mais l'intérêt aussi, du point de vue de l'investisseur que l'on est, de pouvoir se positionner par rapport à ces projets. Et c'est ça, effectivement, le chemin qu'on vous propose effectivement de suivre. L'autre aspect, c'est que lorsqu'on construit une économie dynamique, comme on est en train de contribuer à le faire sur le territoire, on ne peut pas le faire sur un terrain social délabré. C'est-à-dire qu'il faut construire à la fois un développement économique, mais veiller aussi à la cohérence d'ensemble et agir pour que la communauté support donc, du développement économique soit la plus équilibrée possible. Aujourd'hui, la Philharmonie des Deux Mondes s'engage sur 2 projets nouveaux, puisqu'on a bien, maintenant, on est parti dans un rythme de croisière relativement intéressant, 10 à 15 concerts par an, de multiples actions de médiation culturelle, et donc 2 projets nouveaux. Le premier s'appelle la Philharmonie des quartiers. C'est un orchestre d'une trentaine d'enfants d'un quartier prioritaire de Saint-Nazaire, à qui on a confié un instrument à cordes, violon, alto, violoncelle ou contrebasse, instrument qu'ils emportent chez eux, qui devient donc un objet de leur quotidien. Et on se retrouve, vous les voyez là sur la photo, une fois par semaine pendant 1 heure, et on apprend la musique tous ensemble, par la discipline collective. J'écoute mon voisin, je respecte ce qu'il joue, je joue pas la même chose, mais c'est intéressant qu'on ne soit pas, égaux tous les deux. Mon instrument est différent, bref, j'apporte mon soutien à mon voisin qui a plus de mal que moi. On essaye d'apprendre comme ça de façon intuitive, par l'imitation et la musique. Donc voilà ce premier projet. Et puis le deuxième projet, donc ce premier projet est déjà entamé depuis quelques mois. Et le deuxième projet, c'est la construction d'un festival qui va s'appeler Orchestre des villes du monde, dont l'objet qui verra le jour en septembre 2019, donc très prochainement, et dont l'objet est d'accueillir un orchestre étranger avec qui on va jouer tous ensemble, l'orchestre, la Philharmonie des Deux Mondes et l'orchestre étranger. On va réunir les 2 orchestres pour faire un orchestre de 70 à 80 musiciens, de cette façon pouvoir se constituer un répertoire un peu plus important que ce que l'on joue habituellement, et puis de faire se rencontrer des musiciens de 2 pays très différents. Alors le premier orchestre invité sera l'orchestre philharmonique d'Astana, qui est la capitale du Kazakhstan, et qui vont venir 1 semaine dans la région, dans la presqu'île, pour répéter, et à la fin de cette semaine-là, ils joueront 2 ou 3 fois tout seuls, et à la fin de cette semaine-là, nous jouerons tous ensemble un triple concerto de Beethoven. Vous voyez les 3 solistes pressentis, un soliste du Kazakhstan et 2 solistes français, et puis une symphonie de Mahler, probablement la 5e. La Tantine, c'est une association collective d'épargne viagère. Chaque 1er janvier, le conservateur crée une association tontinière pour une durée de 25 ans. Cette association réunit des épargnants qui vont investir en commun des fonds sur une durée déterminée à l'avance, entre 10 et 25 ans. Le gérant a une obligation, c'est être liquide dans 25 ans. Et il a un objectif, c'est de faire 3% de mieux que l'inflation lissée sur 25 ans. Il va investir en actions, en obligations, il va investir également sur des résidences seniors, et il va investir également sur des infrastructures comme le stade Vélodrome de Marseille, et également sur des terrains pollués de l'armée française, en vue de les dépolluer et de les revendre constructibles sous 10 ans. Donc voilà, c'est très diversifié à l'intérieur. Les atouts en fait, du gérant, c'est que il y a la durée d'investissement de 10 à 25 ans. C'est l'indisponibilité des fonds. Et c'est ça qui fait la force de la Tantine, c'est qu'aucune possibilité de retrait pendant la durée. Et donc ce qui va permettre en fait aux gérants de pouvoir se positionner sur des actifs de long terme, de pouvoir ensuite ventiler ça sur au moment donné sur des fonds comme en action, et à l'approche de l'échéance de sécuriser, on va dire, les plus-values réalisées sur des actifs plus sûrs. Donc les plus-values réalisées sont automatiquement sécurisées à l'approche du terme et en vue d'être sûr de ne pas être pénalisé à la sortie. La tontine également ne rentre pas dans le champ de l'IFI, donc ça c'est important aussi.
Au terme, la tontine est dissoute et tous les actifs qui composent la tontine sont totalement répartis entre les adhérents à l'association. En cas de décès, alors en parallèle, enfin en parenthèse, la tontine n'est pas concernée par la loi Sapin 2 qui autorise l'État à bloquer les contrats d'assurance vie. Au terme, en cas de décès, la tontine est assortie d'un contrat de prévoyance temporaire décès, et qui est totalement facultatif d'ailleurs. Et donc, en cas de décès, c'est cette assurance en fait qui va intégralement reverser aux personnes désignées la totalité de l'investissement avec un intérêt qui est déjà calculé au départ. Alors, si vous avez bien noté, c'est une assurance qui paye le capital, donc qui est liée aussi à une cotisation. Et c'est cette cotisation qui va venir impacter l'abattement des 152 500 € en assurance vie. Comme c'est une assurance, la tontine est versée en cas de décès sous forme de capital décès, donc ça échappe également totalement à la fiscalité, donc droit de succession et fiscalité. L'assurance a payé le capital, mais le sociétaire a versé de l'argent en tontine. Cet argent reste dans la tontine, va capitaliser jusqu'au terme et sera en fait réparti entre les autres membres de l'association. Donc voilà la mécanique globale de la tontine. Alors We Do Good, ça existe depuis un peu plus longtemps, mais depuis 2015, on a levé 2 millions d'euros pour plus de 50 entreprises financées, surtout en amorçage. Aujourd'hui, on accompagne une vingtaine d'entreprises en levée de fonds, et on le fait d'une façon assez particulière qui est complémentaire à ce que vous avez l'habitude. On permet aux entreprises de lever des fonds en royalties. Donc en royalties, ça veut dire que vous pouvez investir dans un projet que vous choisissez, dans une entreprise que vous choisissez, et en échange, vous avez droit à un pourcentage du chiffre d'affaires d'entreprise réalisé pendant les 5 ans à venir. Ce pourcentage, il vous est versé tous les 3 mois pendant les 5 ans. Et on vise une rentabilité jusqu'à 3 fois son investissement au bout des 5 ans. Pour nous, l'investissement royalties est vraiment un modèle qui est adapté pour participer à l'économie, à l'innovation de son territoire. Naoden, une entreprise nantaise qui a levé 90 000 € auprès de plus d'une centaine d'investisseurs. Et l'intéressant, c'est que via la plateforme, via les royalties, ils auraient aussi à financer le prototype qui a permis de lancer l'activité, de lancer la commercialisation. Et ensuite, ils sont allés chercher de l'investissement en capital et ils ont levé plus de 750 000 € auprès de fonds locaux. Là, le deuxième exemple, c'est un peu différent, c'est un levée de fonds privé. C'est un investisseur qui hésitait et du coup, il a décidé de diversifier son risque. Il a investi 150 000 € via la plateforme en royalties et 150 000 € en capital pour diversifier son risque. C'est encore un autre cas, c'est une entreprise qui avait eu une difficulté de trésorerie temporaire et du coup la levée de fonds en royalties a permis de combler ce trou juste avant la levée de fonds en capital. Donc on répond à différents types de problématiques selon le stade de développement de l'entreprise, souvent en amont d'une levée de fonds un peu plus importante. Alors pourquoi ces entrepreneurs font appel au financement en royalties ? Eh bien tout simplement parce que ça leur donne un financement qui est non dilutif, ils ne diluent pas leur capital, ils cèdent un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Et c'est surtout intéressant quand ils vont mobiliser leur famille, les amis, des gens qui ont envie de leur donner un coup de main, mais qui n'ont pas forcément vocation à s'impliquer dans le projet, et donc pas forcément à venir participer au capital. C'est un financement pour eux qui est flexible, ils ne payent qu'en fonction du chiffre d'affaires qui rentre, et puis c'est un financement qui est extrêmement simple, puisque c'est une relation contractuelle qui est gérée de manière centralisée sur la plateforme qu'on propose, qui s'appelle donc We Do Good. Depuis 5 ans qu'on travaille sur ce sujet, on prend un peu le financement de l'entreprise à contre-courant. On a aidé des entrepreneurs à lever plus de 2 millions d'euros avec une forte progression puisque sur ces 2 millions d'euros, il y a plus d'1 million d'euros qui ont été levés l'année dernière sur la plateforme. Et depuis l'année dernière, on est la première plateforme française d'investissement participatif en termes de nombre de projets. Nous, notre ambition, c'est vraiment d'être le premier outil de financement de l'amorçage parce qu'on permet d'avoir une solution innovante, équilibrée entre les investisseurs et les entrepreneurs pour lancer leur projet. On a commencé par faire du crowdfunding. Ce fameux crowdfunding, on a des projets qui sont publics où plein de gens peuvent investir avec We Do Good. Depuis l'année dernière, on a lancé le financement en royalties de manière privée, c'est-à-dire que des entrepreneurs peuvent faire appel à nous pour mobiliser simplement un réseau qui est déjà connu, leur famille, leurs amis, etc. Et aujourd'hui, ça représente déjà plus de la moitié de nos clients. Il y a plein d'entrepreneurs en fait, qui n'avaient pas d'outils pour gérer des gens qui ont envie de leur donner un coup de main, autre que les rentrées au capital, et avec les royalties, on apporte vraiment une solution. Et puis on a une autre piste de développement qui est là plus sur le financement d'actifs.
il y a pas mal d'entreprises qui travaillent sur le développement durable, qui ont besoin de financer des actifs, des stocks, pour proposer notamment des activités de location de matériel qui sont liés au développement durable. Et en fait, là, on vient proposer un placement de trésorerie RSE moins risqué, toujours indexé sur le chiffre d'affaires que ces entreprises vont pouvoir réaliser avec ce matériel. Comment on gagne de l'argent? On prend des frais de dossier qui sont plutôt symboliques au départ, entre 250 et 2200 euros selon le niveau d'accompagnement nécessaire pour l'entreprise. Ensuite, notre modèle économique il est surtout basé sur la réussite de la levée de fonds. On prend une commission sur la levée de fonds réussie, si elle échoue, il n'y a pas de commission, qui va de 2% à 8%. Et enfin, on prend des commissions, des frais de paiement sur les royalties qui sont versés, qui vont entre 3 à 5% des royalties qui sont versées, avec 60 euros par trimestre minimum. À chaque fois, la question récurrente qui m'est posée, c'est combien vaut l'entreprise? Que ce soit le vendeur, l'acquéreur, l'entrepreneur qui ouvre son capital en disant si j'ouvre mon capital, je vais laisser quel pourcentage, et l'investisseur, si j'investis X, je vais avoir quel pourcentage. Et les méthodes existantes, je vous les fais courtes, il y a ce qu'on appelle le discounted cash flow. Si vous êtes Madame Soleil, vous êtes capable de prévoir quelle sera votre trésorerie dans 10, 15 ou 20 ans. Bon, tout le monde ne s'appelle pas Madame Soleil, en plus elle n'est plus là. Et par ailleurs, l'autre méthode, c'est la méthode dite des comparables. Et la méthode des comparables, si je compare rapidement Adidas et Nike, ils font le même métier, mais simplement, il y en a un qui est un modèle à forte intensité capitalistique, c'est-à-dire qu'il possède ses usines, et l'autre, zéro usine. Donc les risques pour les investisseurs sont moindres a priori chez Nike que chez Adidas. Et au total, à chiffre d'affaires peu ou pro égal, on se rend compte que Adidas a une meilleure valeur ajoutée parce qu'il internalise tout, ce qui n'est pas le cas de Nike, mais la trésorerie de Nike est en moyenne 10 à 15 fois supérieure à celle d'Adidas, et les résultats sont en moyenne 3 à 5 fois supérieurs, rapportés aux fonds propres, il n'y a pas photo. Alors, par rapport à l'économie ou dite nouvelle économie que l'on connaît, et quand on voit des startups, on se dit on ne peut pas les valoriser parce qu'elles ne sont pas cotées, bien évidemment. Elles n'ont pas le fameux discounted cash flow, il est relativement faible. D'ailleurs, le discounted cash flow, maintenant, pour les investisseurs, ça s'appelle plus exactement le DCF, dis-moi ce qu'il te faut. Vous avez compris. Pour faire l'histoire courte, je me suis dit, il y a un certain nombre d'actifs immatériels. Vous citiez il y a quelques instants la marque. C'est un actif, ce qu'on appelle incorporel, c'est une petite nuance, c'est-à-dire que les brevets, marques, modèles et dessins, on sait les valoriser depuis longtemps, depuis que ça existe, alors qu'il y a d'autres actifs intangibles qui ont une plus grande valeur, puisqu'on dit qu'il n'y a de valeur que d'hommes et de femmes au sein d'une entreprise. Eh bien, comment valorise-t-on le capital humain? On y arrive. Comment va-t-on valoriser le capital client? Est-ce que le capital client, est-ce que les clients sont récurrents ou pas? Bien évidemment, ça ne sera pas la même chose. Et je reviens un instant sur le capital humain. Il est clair que le capital humain n'aura pas la même valeur d'un secteur d'activité à l'autre. Il y a des emplois tout à fait respectables, mais qui ont un capital humain relativement faible, parce que ces personnes sont relativement interchangeables, alors que dans certains secteurs dits high-tech ou disruptifs, eh bien, on recherche des compétences et ce capital humain, a priori, vaudra beaucoup plus cher. Donc, sans vous faire un inventaire à l'après-vert, parce que je valorise d'autres actifs, à commencer par le capital organisationnel, c'est cette fameuse valeur ajoutée, ni plus ni moins. Mais on peut valoriser également le capital relationnel, c'est-à-dire la valeur de l'écosystème que l'on met en place. Et puis on peut valoriser tous les incorporels cités précédemment, les brevets, les marques, mais il y a d'autres actifs. Comment va-t-on valoriser par exemple une base de données? Mathématiquement, il y avait un paradoxe, ce qu'on appelle les coefficients multiplicateurs négatifs, c'est-à-dire que plus il faisait des pertes, plus il valait cher. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs avaient très largement prévu que cette entreprise, à terme, allait valoir très cher. Et c'est là l'intérêt de ce qui est fait dans votre association, c'est de pouvoir accompagner au long cours des entreprises qui, à l'instant T, ne sont pas forcément rentables. C'est-à-dire que la plupart des startups sont presque en état de cessation de paiement virtuel. Elles ont des capitaux propres ridicules, et pourtant, elles valent cher parce qu'elles mettent au point, on le voit bien ce soir, des systèmes totalement innovants. Et pour valoriser ces innovations, rien de tel que de valoriser ces actifs immatériels. Et quand on a fait la sommation, avec des décotes et des surcotes, en fonction du stade de développement,
en fonction du secteur d'activité, en fonction bien évidemment du pays où est implantée l'entreprise, parce qu'il y a des pays qui malheureusement, comme le Venezuela en ce moment, les entreprises là-bas valent pas très cher en ce moment, alors que si la situation, on peut l'espérer, change un jour, ces entreprises vaudront cher, ou beaucoup plus cher qu'actuellement. Donc il y a des risques mésoéconomiques, c'est-à-dire sectoriels, macroéconomiques les pays, et microéconomiques, et là c'est des questions qu'on va poser aux chefs d'entreprise à partir de ce logiciel qui est en mode SaaS, c'est-à-dire en ligne, et vous questionnez. Aquasys, c'est une dizaine de personnes. C'est une société qui a été créée il y a plus de 10 ans par un ingénieur informaticien de la région du Pays de Ré, avec qui je suis associé depuis 2 ans. Donc la société, c'est 10 personnes, 2 tiers d'informatique, 1 tiers eau et environnement. Après, on va la restituer sous forme de tableau de bord, d'alerte, de rapport. Et on va plus loin, on va aussi l'analyser avec des algorithmes. Et on a 2 chercheurs dans notre équipe, un docteur et un doctorant, qui développent des modèles et une plateforme de modélisation à partir d'intelligence artificielle. Et on est les premiers à faire l'intelligence artificielle appliquée à la gestion de l'environnement. Renforcer l'efficacité de la gestion de l'environnement, avoir un meilleur impact, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gestionnaires de la ressource. Donc on est le fournisseur du bureau de recherche géologique et minière qui gère toute l'eau souterraine en France, qui est la principale source de revenus. Et voilà, on a des discussions, on est partenaires, on fait de la recherche en intelligence artificielle avec eux pour que notre produit soit validé au niveau international et au niveau scientifique. On travaille beaucoup avec les collectivités locales, et notamment dans la région. Donc on fournit par exemple, tout le département de la Vendée pilote la qualité de l'eau dans la ressource, mais l'eau distribuée aussi avec nos outils. Là-dessus, on est connecté. On récupère en fait pour le syndicat des eaux de Vendée les données de Veolia. Et puis je vais répondre. Parce que vous le voyez là en fait. Tout ça, c'est les illustrations de la valeur. Troisième levier, c'est l'eau en bouteille. Donc là, on vient de gagner contre Suez un contrat pour superviser tous les puits d'eau potable de Danone Waters dans le monde. Et troisième levier, on a déposé un dossier, on est leader d'un gros dossier avec 8 partenaires, dont la grosse coopérative du coin, Terrena, le gestionnaire de la ressource en eau, Nadour-Garonne, le laboratoire l'INRA, c'est Magref, pour un projet qui représente 3 millions d'euros, mais qui va faire du chiffre d'affaires dans 3 ans. Donc voilà l'illustration en fait de la valeur que j'ai réussi à faire, c'est-à-dire avec mon équipe qui a un savoir-faire en intelligence artificielle, mais qui génère. Donc c'est un vaccin bio contre le sida. On a besoin de 5,5 millions pour faire une étude clinique en Afrique du Sud sur 150 personnes et nous permettre d'avoir un début de commercialisation en 2021 avec ce qu'on appelle une autorisation temporaire. Alors aujourd'hui, on cherche 850 000 pour préparer ce dossier, faire le suivi d'une étude qui a été faite il y a 4 ans. Donc là, on est en train de faire le suivi des patients. Il y a plusieurs patients qui ont des résultats intéressants. Donc on a notamment une augmentation du ratio des CD4, CD8 et surtout une ADN indétectable au niveau des réservoirs. C'est ce qui est arrivé au patient de Londres aujourd'hui qui a été guéri. Donc là, c'est assez intéressant. Donc grâce à Laurent, on a déjà un investisseur qui nous rejoint, qui a été faire une due diligence auprès de l'inventeur, auprès du médecin qui a fait la première étude clinique et qui est prêt à vous en parler pour ceux qui sont prêts, qui veulent investir. Notre solution, en fait, elle permet de répondre à 2 besoins dans l'immobilier, que sont l'amélioration du confort et la maîtrise de l'énergie. Et nous avons développé une solution à base de capteurs communicants. Aujourd'hui, elle est déployée sur à peu près 3 millions de mètres carrés, donc des bâtiments tertiaires et des bâtiments résidentiels. On obtient, du fait de l'innovation de notre solution, 25% d'économie d'énergie sans travaux, et une amélioration du confort importante puisqu'on arrive à diviser par 2 le taux de plainte. Donc cette solution, en fait, elle est analogue à du contrôle de gestion qui serait spécialisé en économie d'énergie et amélioration du confort et qui permet donc sans travaux d'obtenir des résultats intéressants, donc une logique d'optimisation. Voilà un petit peu l'idée, le principe de ce qu'on fait.
Notre solution, en fait, elle est analogue à du contrôle de gestion, donc elle est récurrente. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est installée, comme le contrôle de gestion, on va faire des économies, mais si on arrête le contrôle de gestion, le système va redériver, parce que dans tout bâtiment, vous avez de l'humain. Vous avez des occupants, vous avez de la vie, des déménagements, vous avez un mainteneur qui change, vous avez des travaux, etc., etc. Vous avez d'un seul coup une canicule qui fait qu'on va dérégler tous les équipements pour que les gens n'aient pas trop chaud, ou vous avez une période de froid, donc à tout moment ça dérive. L'intérêt d'avoir des capteurs, c'est qu'on va pouvoir comprendre le bâtiment et contrôler après qu'il est bien optimisé. Notre valeur ajoutée essentielle, c'est à la fois d'avoir des bonnes mesures, mais c'est surtout d'utiliser toutes ces mesures pour en sortir d'une compréhension sur le bâtiment et des actions d'optimisation sans travaux. On a mis 1 an à concevoir le design donc, de cet accessoire, qui aurait en fait la particularité de remplacer l'ombrelle pas pratique et le lange qui, mal positionné, pourrait être donc dangereux pour les enfants. Donc en fait, l'accessoire que l'on voit là, que l'on voit ici, donc ça s'appelle la bubble. Donc la bubble, en fait, elle va se clipser sur la poussette. Et en aucun cas, elle ne gêne le pliage et le dépliage qui fait donc toute la poussette. Voilà. Donc du coup, vous pouvez l'emmener partout, absolument partout, que vous soyez au restaurant, que vous soyez à l'aéroport, dans le métro, vous prenez l'avion avec la poussette. Voilà, votre protection, elle est toujours avec vous. J'entends rigoler là-bas, c'est pas très sympa. Voilà, donc en fait, notre bubble, donc, a été testée donc, dans les laboratoires LNE donc, sur Paris, donc elle répond aux normes françaises en vigueur. Donc notre bubble, en matière, en coton et en lin, va donc venir en fait directement se positionner sur la poussette en un clin d'œil, sans jamais à aucun moment ne gêner l'enfant. Donc lorsqu'il dort, lorsqu'il se repose ou lorsqu'il est en balade. Elle a 3 ouvertures modulables, donc ce qui fait qu'elle est parfaitement en fait ventilée, donc aucun risque de surchauffe contrairement à un lange. Mais aujourd'hui en fait cette bubble, l'idée géniale en quelque sorte que l'on a eue, c'est qu'en fait on a eu la bonne idée donc d'assembler la protection au rangement intégré. Donc en fait c'est hyper simple d'utilisation et aujourd'hui tout ce qu'on peut nous dire c'est que l'idée elle est pas con quoi. C'est qu'on va venir pour rouler à l'intérieur et donc en fait le rangement est la protection. Donc en fait à aucun moment vous allez l'enlever de la poussette. Voilà, même les papas y arrivent. Donc du coup, la poussette, la protection est donc toujours là. On a décliné cet accessoire sur la protection solaire et la protection pluie, avec le même système du coup de rangement. Ce logiciel aide à la rationalisation du marketing d'influence. C'est une aide à la prise de décision, et notamment ce qui concerne le point le plus clé, l'approche budgétaire. Comment distribuer son budget, qui on doit payer cher, qui on doit moins payer, qui on doit augmenter. C'est vraiment une aide pour le community manager, le team manager. Concrètement, comment ça se passe? Le team manager centralise tous ses athlètes au même endroit, sur une même plateforme. Ensuite, il peut les comparer, c'est-à-dire qu'il a un ranking sur les différents réseaux, sur les différentes métriques, les différents indicateurs clés, sur les périodes de son choix. Et ensuite, il peut aller plus en profondeur dans l'analyse. Il a juste à cliquer sur le profil de l'influenceur et il a accès à toute la data concernant cette personne. Du coup, comment est-ce qu'on gagne de l'argent tout bêtement avec un logiciel comme ça? On fait payer les marques. Pour l'influenceur, c'est gratuit, mais les marques, elles vont payer un plan, puisqu'on a un logiciel SaaS, accessible via n'importe quel navigateur, n'importe quel appareil. Et elles vont payer un abonnement mensuel en fonction du nombre d'influenceurs qu'elles veulent suivre, qu'elles veulent comparer, en fonction de la quantité de data qu'elles souhaitent avoir. L'idée étant de simplement suivre la stratégie et l'évolution de sa stratégie marketing au quotidien. Le principe d'abonnement, en fait, il est tout simple. Il nous permet 3 choses importantes. La première, c'est d'être rentable très rapidement. La deuxième, c'est d'avoir des recettes plutôt exponentielles. On a du mal presque à voir le chiffre en haut. Et puis le bas, et puis les dépenses, elles sont maîtrisées parce que c'est simplement d'abonnement qui continue. On a juste besoin de développer quelques aspects et quelques fonctionnalités au fur et à mesure. Donc Bénévole
qu'en fait, aujourd'hui, on a tout un panel de retraités qui sont complètement différents les uns les autres, et c'est ça qui est génial. On va avoir effectivement des personnes qui viennent du milieu plutôt médical, du secteur public, qui ont cette notion du service et qui vont vouloir continuer à la mettre en œuvre. On a également des personnes du secteur privé, soit sur de la gestion de projet, ou des personnes qui vont mettre des compétences au profit des associations, ou de la logistique, des employés, des artistes. On a des musiciens de l'ONPL, on a des chauffeurs qui sont devenus chauffeurs et logisticiens à la banque alimentaire. Voilà, donc un panel assez varié effectivement de métiers représentés. Donc la plateforme donc bénévole est l'idée de valoriser l'expérience des jeunes retraités en France, de pouvoir faciliter justement la recherche de bénévolat. Donc on a d'un côté les profils de bénévoles et de l'autre les missions de bénévolat. C'est un site de rencontre classique, sauf qu'on l'a adapté au monde du bénévolat et à la nouvelle génération des retraités. C'est quoi la dyslexie? C'est un trouble spécifique du langage écrit, qui concerne la lecture et l'écriture. Ça veut dire que là, vous êtes en train de vivre l'expérience d'un dyslexique, c'est comme ça qu'il voit tous les jours tout ce qui est écrit pour lui. Il confond les sons, il confond les lettres, il confond les mots. Alors Mobidis, nous on est une start-up nantaise, créée effectivement en 2015 au départ par Marion Berthaud. On a fait une levée d'intelligence artificielle pour enrichir automatiquement les textes sans les modifier. On a inventé un format d'EPUB qui s'appelle dire. Vous avez fait des best-sellers avec ces livres-là, super. Vous les avez conçus pour tous les lecteurs. Bon, il y a une partie des lecteurs qui sont dyslexiques. Et nous, on peut vous aider à adapter vos livres pour qu'eux aussi, ils arrivent à lire vos histoires, en fait. Donc on ne vend pas les livres, c'est eux qui vendent derrière. On fait une prestation d'adaptation pour eux. Est-ce que vous savez que près de 25 millions de Français passent régulièrement leurs vacances en mobil-home? Il se trouve que je fais moi-même partie de cette population qui galérait et qui galère à réserver ses séjours en mobil-home, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé EasyCamp. Alors quand je me suis rendu compte que les propriétaires hors chaîne représentent 90% des campings de France, je me suis dit que je ne devais pas être le seul à galérer pour réserver mes séjours en mobil-home. Parce qu'en effet, planifier un séjour en mobil-home quand on est un vacancier, c'est la jungle. Mais tout ça, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, EasyCamp est la place de marché extérieure et des fonctionnalités d'exploitation innovantes et performantes, et le service client aussi toujours à disposition des vacanciers pendant toute la durée de leur séjour, que justement ces vacanciers peuvent profiter pleinement de leur séjour. Le résultat de ce cercle vertueux, c'est la confiance et donc la fidélité. La niche à laquelle notre solution s'adresse, c'est celle donc des propriétaires hors chaîne. Ces propriétaires, ce sont les campings indépendants et les propriétaires particuliers de mobil-home, qui représentent aujourd'hui 1,7 milliard d'euros de ventes de nuitées par an. Notre cible montre son appétit pour notre solution, et aujourd'hui nous avons besoin d'investisseurs pour transformer cet appétit en vente et pouvoir enfin redécrocher notre téléphone et aller faire plaisir à tous ces acteurs. Aujourd'hui, rédiger un contrat, c'est complexe, c'est lent, aléatoire, et donc c'est extrêmement contraignant. C'est d'autant plus contraignant que souvent, en face, on a des gens qui sont pressés dans l'exécution de ce contrat. Donc, Douxi dématérialise intégralement le compromis immobilier. Vous comprendrez tout à l'heure que c'est une première étape dans la dématérialisation des contrats, notamment dans l'immobilier. Et la solution est complètement utilisable en ligne, sans aucun papier, et avec de la signature électronique, de la certification, etc. 4 étapes, 0 papier, donc je vous disais, intégralement dématérialisé, sécurisé, et process qui est bien sûr certifié et donc qui est opposable.